Un corps frêle de 11 ans, trempé par la pluie, qui ramasse des déchets dans les rues de Rueil-Malmaison pour aider sa famille à survivre. Le même homme, 15 ans plus tard, soulevant la Coupe du Monde sous les acclamations de millions de personnes. Entre ces deux images, il n'y a pas de magie. Il y a une souffrance invisible, des dizaines de portes fermées au nez, et un secret bien gardé que personne n'a jamais raconté. Voici la véritable histoire de l'homme que le football a tenté de briser, mais qui a fini par le conquérir. Imaginez un gamin tellement petit qu'on ne le remarque même pas sur un terrain. En 1998, pendant que la France entière célèbre Zidane, un enfant de 7 ans marche les yeux baissés, un sac plastique à la main. Son père est éboueur, sa mère est femme de ménage. À la maison, ils sont 9 enfants. Chaque centime compte. Le petit N'Golo apprend très tôt le prix de la sueur. Mais dans ses yeux, il y a une lueur. Une obsession silencieuse. Le football. Il s'inscrit au JS sur N. Là-bas, les entraîneurs voient défiler des dizaines de talents. Des jeunes arrogants, rapides, techniques. Et puis, il y a N'Golo. Il ne parle pas, il ne dribble pas 3 joueurs. Mais il court, encore et encore. Quand le match s'arrête, lui continue. On lui demande de faire 50 jongles du pied gauche, lui en fait 100. Pourtant, l'injustice du football va le frapper de plein fouet. Le premier grand tournant de sa vie arrive à l'adolescence. C'est le moment où les recruteurs des grands clubs pro parcourent la banlieue parisienne. Ils cherchent des monstres physiques, des athlètes. N'Golo passe des tests. Clairefontaine, Rennes, Lorient, Sochaux. La réponse est partout la même. Un copier-coller cruel. Vous êtes trop petit, vous manquez de présence. Le football moderne n'a pas de place pour les nains. À chaque refus, le cœur se serre. Ses amis signent en centre de formation. Lui reste sur le quai. À 18 ans, alors que les futures stars jouent déjà en Ligue 1, N'Golo Kanté est toujours chez les amateurs, en PH. Le niveau le plus bas. Le doute s'installe. Est-ce que tout cela a un sens? Est-ce qu'il doit abandonner? C'est à ce moment précis qu'un drame personnel va tout faire basculer, une tragédie qui aurait pu l'anéantir définitivement. Son père meurt. Brutalement, N'Golo n'a que 21 ans. Le pilier de la famille n'est plus là. La pression devient immense. Il doit ramener de l'argent. Le football ne nourrit pas son homme à ce niveau. Alors, il prend une décision. Il s'inscrit en BTS comptabilité. La journée, il étudie les chiffres. Le soir, il court sur des terrains boueux. Il est à un cheveu de tout plaquer pour devenir comptable. C'est sa dernière chance. Boulogne-sur-Mer, en 3e division, lui propose un essai. Le staff hésite. Il est si discret. Mais sur le terrain, il se passe un phénomène étrange. Partout où le ballon va, N'Golo est déjà là. Il ne tacle pas, il subtilise le ballon comme un magicien. Boulogne l'engage pour l'équipe réserve. Il vit dans une chambre minuscule, se déplace en trottinette. Pas de voiture de luxe, pas de montre qui brille. Juste le travail. Sa chance arrive enfin lors d'un match de l'équipe première. Il entre en jeu. Le coach comprend instantanément. Ce garçon n'est pas humain. C'est un poumon sur pattes. Caen, en Ligue 2, repère l'anomalie et l'achète. C'est le début d'une ascension que personne, absolument personne, n'avait anticipée. En Normandie, il découvre le monde professionnel. La Ligue 2, puis la Ligue 1. Les milieux de terrain étoilés se font harceler par ce joueur de poche. Il court 11 km par match. Il récupère plus de ballons que des équipes entières. Pourtant, les grands clubs français dorment. Le PSG, Marseille, Lyon regardent ailleurs. Ils veulent du strass, des paillettes. C'est alors qu'un coup de fil venu d'Angleterre va changer le destin de la Première Ligue à jamais. Un recruteur de Leicester City, Steve Walsh, flash sur lui. Il supplie son entraîneur, Claudio Ranieri, de signer ce Français inconnu. Ranieri refuse au début. Trop petit pour l'Angleterre, dit-il. Le football anglais est une guerre de titans, un combat de boxe. Walsh insiste. Il harcèle Ranieri. Finalement, Leicester paye 9 millions d'euros. Quand Kanté débarque dans le vestiaire, les joueurs rigolent. C'est qui ce stagiaire? Mais dès le premier entraînement, les rires s'éteignent. Jamie Vardy et Riyad Mahrez n'arrivent pas à respirer. Dès qu'ils ont la balle, le petit Français surgit de nulle part. La saison 2015 à 2016 commence. Ce qui va suivre reste la plus grande anomalie de l'histoire du sport moderne. Leicester, une équipe programmée pour descendre, commence à gagner. Puis à surprendre. Puis à dominer. Les géants s'effondrent les uns après les autres. Manchester City, Chelsea, Arsenal. Tous se cassent les dents sur le milieu de terrain des Foxes. Quel est leur secret? Ranieri l'explique avec le sourire. Nous jouons à 11, mais avec Kanté, c'est comme si nous étions 12. Il joue à gauche, il joue à droite, il joue au centre. Le monde entier découvre le phénomène. Leicester est champion d'Angleterre. Un miracle absolu. N'Golo Kanté est élu dans l'équipe de l'année. Sa vie change, mais lui ne change pas. Il roule toujours dans sa Mini Cooper d'occasion, achetée à son arrivée. Une voiture égratignée, simple. À l'image de l'homme, les plus grands clubs du monde s'arrachent désormais le joueur que tout le monde rejetait 3 ans plus tôt. C'est Chelsea qui rafle la mise. À Londres, la pression est multipliée par 10. On attend de lui qu'il confirme. Antonio Conte en fait sa plaque tournante. Et la magie opère à nouveau. Kanté transforme Chelsea. Il enchaîne un 2e titre de champion d'Angleterre consécutif, avec 2 clubs différents.
Un exploit rarissime. Il est élu meilleur joueur de Première Ligue. Le monde du football est à ses pieds. Sa timidité devient légendaire. Il refuse d'apparaître dans les médias. Il ne veut pas faire de bruit. Mais le bruit va le rattraper. Car l'été 2018 approche. Et la France entière s'apprête à vivre un été de folie. Didier Deschamps sait qu'il tient son arme fatale pour la Coupe du Monde en Russie. Le milieu de terrain français est terrifiant. Pogba pour la lumière, Kanté pour l'ombre. Pendant tout le tournoi, N'Golo éteint les plus grandes stars de la planète. En huitième de finale, face à l'Argentine, sa mission est simple. Neutraliser Lionel Messi. Le quintuple ballon d'or passe 90 minutes en enfer. Partout où Messi lève les yeux, le numéro 13 des Bleus bloque l'espace. La France se qualifie, avance, et se hisse en finale face à la Croatie. Le jour de gloire est arrivé. Mais la finale va réserver un scénario cauchemardesque à N'Golo. Le jour du match, il se réveille avec une terrible gastro-entérite. Il est vidé de ses forces. Il a de la fièvre. Malgré la douleur, il refuse d'abandonner ses frères d'armes. Il débute le match, mais son corps ne suit pas. Il court moins, il rate des passes. À la 55e minute, Deschamps prend une décision difficile. Il le sort, c'est un coup de massue. Remplacé en finale de Coupe du Monde. La France l'emporte finalement 4-2. Les Bleus sont champions du monde. La pelouse de Moscou est envahie par la joie, la pluie se remet à tomber, comme à Rueil-Malmaison 15 ans plus tôt. Les joueurs sautent partout, s'arrachent la coupe des mains pour prendre des photos. Au milieu de ce chaos de bonheur, N'Golo Kanté reste à l'écart. Il sourit, pudique. Il n'ose pas demander le trophée. Il estime qu'il n'a pas fait un bon match. Il ne veut pas déranger. C'est Steven Nzonzi qui doit prendre le trophée de force pour le lui mettre dans les mains. La photo fait le tour de la Terre. Un champion du monde trop timide pour toucher sa propre coupe. Le monde entier tombe amoureux de sa simplicité. Les supporters lui inventent une chanson qui résonne dans tout le pays. N'Golo Kanté, il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi. La gloire est totale, mais le destin, toujours aussi cruel, attend le champion au tournant pour lui infliger la plus difficile des épreuves. Les années suivantes sont un calvaire médical. Le corps de N'Golo commence à payer les millions de kilomètres parcourus. Les blessures s'enchaînent, ischio-jambier, genou, rechute. Il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Les critiques commencent, on dit qu'il est fini, que son style de jeu basé sur l'effort physique l'a brûlé prématurément. En 2021, pourtant, il s'offre un dernier sursaut de génie. En Ligue des Champions, il livre une phase finale dantesque. Il est élu homme du match des 2 demi-finales contre le Real Madrid, puis de la finale contre Manchester City. Il soulève la coupe aux grandes oreilles. Une réponse magistrale à tous les sceptiques. Mais ce sera son dernier coup d'éclat européen. En 2022, une grave blessure aux ischio-jambiers le prive de la Coupe du Monde au Qatar. La France perd en finale sans son porte-bonheur. En 2023, à 32 ans, il quitte l'Europe pour l'Arabie Saoudite à Al Ittihad. Pour beaucoup, c'est la fin de l'histoire. L'enterrement de première classe d'une légende. Tout le monde l'oublie, sauf un homme. Mai 2024. Didier Deschamps annonce la liste pour l'Euro. Contre toute attente, le nom de N'Golo Kanté résonne. C'est le choc. Personne ne l'a vu jouer depuis un an. Les observateurs crient à la folie. Qu'allons-nous faire d'un joueur pré-retraité en Arabie Saoudite ? Dès le premier match de l'Euro contre l'Autriche, la réponse est cinglante. Kanté est titulaire, et il réalise une performance monumentale. Il court comme s'il avait 20 ans. Il sauve la France sur un tacle défensif mémorable en fin de match. Il est élu homme du match. Au match suivant, rebelote. Encore homme du match. Le monde du football réalise qu'on ne peut pas éteindre ce qui est né dans le feu de l'adversité. Aujourd'hui, l'histoire de N'Golo Kanté est bien plus qu'une histoire de football. C'est une leçon de vie universelle. C'est la preuve que le silence est parfois plus bruyant que les cris. Que l'humilité est la plus puissante des armes. On lui a dit qu'il était trop petit, il est devenu un géant. On lui a dit d'abandonner, il a continué à courir. Qu'est-ce qui fait courir N'Golo Kanté ? Ce n'est ni l'argent, ni l'ego, ni les caméras. C'est le souvenir de ce petit garçon de 7 ans, sous la pluie de Paris, qui savait déjà que pour atteindre le sommet, il faut accepter de marcher dans la boue. Et vous, quelle est la barrière qu'on vous demande de franchir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Regardez le parcours de cet homme. Et ne laissez plus jamais personne vous dire que vous êtes trop petit pour vos rêves.